De notre émission dédiée à l'économie et ses dessous, le thème du civisme fiscal. Alors, comme nous le savons, tout État, pour mieux fonctionner, met en place un certain nombre de mécanismes qui lui permettent de mobiliser les fonds qui permettra évidemment de financer ses actions de développement. Alors, c'est dans ce sens que naît la fiscalité. Alors, la fiscalité qui est un processus qui permet à l'État de mobiliser les fonds, et comme je viens de le dire, pour financer ses actions de développement. Malheureusement, dans cet élan, certaines personnes ou certaines entités prennent plaisir à ne pas s'acquitter de leur fiscalité, notamment les impôts. Alors, aujourd'hui, pour discuter de la question, j'ai encore une fois de plus eu recours à mes deux frères très fidèles à cette émission. À ma droite, le frère Mamadou Diané, il est journaliste et chroniqueur, et à ma gauche, notre bien-aimé frère Abdou Rahim Suleiman Traoré, économiste avec une spécialité sur les questions de finances islamiques. Assalamu alaikum, chers frères. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie à nouveau de votre fidélité venir échanger sur ce plateau de Al-Houda sur les questions économiques. Alors aujourd'hui, nous abordons, comme je l'ai dit, la question du civisme fiscal. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire du civisme fiscal comme notion en termes de définition? Alors je pense que aujourd'hui, je vais commencer, c'est pas Souna, mais Amadou à ma gauche. Voilà, en tant que l'expert économiste, pour qu'il nous dise en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut entendre sur la question du civisme fiscal? Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout le plaisir encore pour nous d'être encore sur ce plateau pour qu'on échange, pour éclairer un peu la lanterne des différents téléspectateurs. Aujourd'hui, la question de parler du civisme fiscal qui est très important. Surtout dû au fait que nous sommes dans un pays qui est confronté à beaucoup de difficultés qui font que le prélèvement même fiscal n'est pas total sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Donc, il faudrait que là où on arrive à prélever, qu'on puisse quand même maximiser. Donc, quelle définition on peut donner? On peut définir le civisme fiscal comme l'attitude responsable et volontaire qu'un citoyen peut s'acquitter de ses devoirs fiscaux, tout simplement. Devoirs fiscaux en respectant les lois en vigueur, bien sûr. Et aussi, ce n'est pas une question de conformité même légale à la loi et autres, c'est un engagement moral et citoyen de tout un chacun. C'est un engagement moral. À cela, on peut ajouter la petite définition même du fiscal. Le fiscal regroupe tout ce qui est comme prélèvement obligatoire effectué par l'État, que ce soit les impôts, que ce soit les taxes, que ce soit même les contributions et autres. Tout ça, ça rentre dans tout ce qu'on peut appeler la fiscalité. Donc, quand on parle de civisme fiscal, c'est ce comportement-là, cette attitude responsable de tout un chacun à aller payer normalement ce que doit payer à l'État pour que l'État puisse fonctionner normalement. Donc voilà un peu une petite définition qu'on peut donner. Alors je me retourne vers notre frère Diané pour également donner la parole. Alors civisme et puis fiscal. Comme il a dit dans sa définition, en principe l'impôt est une obligation. Donc normalement ce qui est obligatoire doit être... tous les assujettis doivent s'acquitter sans problème. Alors, pourquoi ajouter le mot civisme aux questions fiscales quand on sait que la fiscalité elle est obligatoire, elle est imposée à tous les assujettis? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver afin d'échanger sur ce thème. Et nous prions sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur tous ceux qui vont le suivre dans sa voie droite jusqu'au jour du jugement dernier. Et alhamdulillah, aujourd'hui nous parlons de civisme fiscal. Exactement. C'est deux mots qui se retrouvent dans une expression qui renvoie à une notion très importante pour le citoyen, pas seulement pour le croyant, pour l'ensemble des citoyens.
Déjà, je pense que la notion de fiscalité a été brillamment expliquée par le frère. Tout ce qui est fiscalité renvoie justement aux obligations de paiement des taxes et impôts. C'est-à-dire tout ce que l'État doit prélever en termes de taxes et impôts afin de contribuer à la construction et au développement du pays. Alors pourquoi est-ce qu'on a ajouté le mot civisme? Parce qu'en réalité, le mot civisme lui-même renvoie au mot citoyen. Voilà. Ici, le civisme, c'est la conscience du citoyen de bien faire son devoir en tant que citoyen. Et un des devoirs du citoyen, justement, c'est de payer ses taxes et ses impôts pour permettre de contribuer à la construction et au développement du pays, de la société dans laquelle il vit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important d'aborder cette notion qu'est le civisme fiscal. Donc le civisme fiscal également, comme il a dit, c'est pas seulement, c'est pas du fait d'une contrainte. C'est pas par contrainte, c'est pas par sanction que le citoyen doit s'acquitter de ce devoir. Mais c'est une obligation morale. C'est une obligation morale et c'est important, d'autant plus que c'est de la volonté du citoyen lui-même de s'acquitter de ce devoir-là, parce qu'il est conscient que ça contribue lui-même à son développement et au développement de sa société. D'accord. Alors, très bien expliqué. Merci vraiment aux frères. Alors, je me retourne encore vers le frère Abou Suleiman. Okay. En prenant le contexte dans lequel nous nous trouvons, certainement qu'il y a un éveil au niveau des Burkinabés. Ouais. Parce que d'un point de vue fiscal, on sait que tous les rapports qui ont produit sur la question, il y a véritablement un problème d'incivisme sur la question. Mais bizarrement aujourd'hui, avec la question de la guerre, on voit que de plus en plus les Burkinabés ont la propension à contribuer lorsque surtout le fonds patriotique. Est-ce qu'on peut dire que la guerre a réveillé les Burkinabés pour qu'ils deviennent des bons citoyens en termes de fiscalité? Mais peut-être avant, bon, ça c'était un peu pour vous taquiner, mais est-ce que déjà peut-être avant, il faut nous, en tant qu'économistes, nous dire un peu les mécanismes par lesquels la fiscalité permet à l'État de renflouer ses caisses? Ok. Donc, alhamdulillah, d'abord, je m'aligne aux différentes définitions que mon frère vient de donner. Voilà. Il faut dire, les citoyens réagissent en fonction des autorités qui sont en face. D'accord. De façon générale. Ok. Quand vous prenez un pays où l'État maximise beaucoup plus dans l'éducation, dans la santé, facilement les gens arrivent à payer facilement sans forcément une contrainte la fiscalité. Pourquoi? Parce qu'ils savent où l'argent rentre. Mais quand vous êtes dans un État où il y a une mauvaise gestion fiscale, où on ne sait pas qu'est-ce que l'État fait de notre argent, ça devient encore beaucoup plus difficile de demander aux citoyens de contribuer. Très difficile de demander aux citoyens de contribuer. Vous avez pris le cas de Burkina. Le Burkina, ce n'est pas seulement que la guerre qui a réveillé les Burkinabés, mais les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils font? Les Burkinabés arrivent à voir un peu là où leur argent entre. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à faire la part des choses entre les contributions que les gens donnent, puisqu'on arrive à voir l'État, l'autre que l'État achète les armes et autres, l'État ne les donne pas seulement aux militaires et autres de façon officieuse. L'État présente ça à la population. Donc, ça permet à la population de savoir, j'ai contribué 50 francs, j'ai contribué 100 francs. Voilà ce à quoi ça contribue. On prend le cas, par exemple, de tout ce qui concerne un peu l'agriculture et autres. On a vu tout ce qui a été donné aux cultivateurs et autres. Donc, tout ça, ça permet à chaque citoyen de se dire, mais d'un côté, ce que je donne, ça arrive quand même à faire bouger les choses. Et lorsque l'État collecte tout ce qui est comme impôts, taxes et autres, l'État, la première des choses, c'est de quoi? C'est d'élargir même les services publics. Okay. La santé, l'éducation, les infrastructures. Aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons sur le plateau, tout le monde le voit. On voit les routes qui sont goudronnées partout. On voit les cultivateurs qui sont mieux équipés qu'avant. Je disais même la dernière fois à un ami, je disais que ce qui me plaisait beaucoup plus dans cette situation, c'était les réserves qui étaient là, qui étaient inertes. Aujourd'hui, toutes ces réserves ont été réquisitionnées, clôturées et divisées pour les redistribuer à des coopératives qui sont là pour faire l'agriculture et autres.
Ça nous permet encore de choses, d'avoir un peu plus. Voilà, donc pour dire, c'est parce que la population voit ce que l'État entreprend qu'aujourd'hui les gens contribuent facilement. Et lorsque vous regardez les statistiques, à chaque fois on dépasse même le montant prévu. Ouais. Mais je vous assure que si on était dans une situation où les gens n'arrivaient pas à voir réellement ce qui était fait, on ne voit pas réellement. Côté armement, on ne voit pas. Côté agriculture, on ne sent pas et autres. Les gens allaient commencer à être un peu réticents et réfractaires et autres. Maintenant, c'est vrai qu'on a encore beaucoup à faire, mais c'est à l'État de montrer à la population qu'on peut lui faire confiance, que l'argent qu'on lui donne ne rentre pas dans la poche de certains individus, mais c'est pris pour nous mettre à l'aise, pour améliorer nos conditions de vie. D'accord. Alors, je me tourne encore vers le frère Diané. Diané, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conditions qui peuvent permettre à des assujettis, notamment à des populations, à facilement payer les impôts? Est-ce qu'il faut forcément attendre, voir, comme le frère vient de le dire, qu'on présente qu'il y ait une sorte de communication sur les acquisitions de l'État pour pouvoir mobiliser les citoyens à s'acquitter de les impôts? Est-ce que c'est la seule forme ou bien il y a d'autres formes qui peuvent aider les populations à facilement s'acquitter de leurs impôts? Alhamdulillah, ce qu'il faut comprendre par là, c'est de se poser la question fondamentale. Oui. Pourquoi aujourd'hui c'est nécessaire que le débat se pose de plus en plus? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai, l'État perçoit, mais l'État pourrait percevoir mieux si les citoyens avaient plus conscience de la fiscalité. Donc sur le terrain, il est clair qu'il y a beaucoup de gens qui ont une méconnaissance de l'importance de la fiscalité. Mais c'est ce que je disais, est-ce que la guerre ne les a pas réveillés? Mais justement, voilà. Et tantôt, il le disait. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'État fait quand même des efforts pour montrer où est-ce que l'argent du contribuable rentre. Voilà. Donc, ce qui fait que ça crée justement une confiance entre le contribuable et le gestionnaire du contribuable. Donc, ça permet à ce contribuable de contribuer de plus en plus. Donc, la communication, elle est nécessaire. Et dans la communication, il y a l'information, mais il y a l'éducation. Il y a l'éducation à la fiscalité. Il y a l'éducation à la bonne fiscalité. Parce que c'est une pratique. En réalité, il ne s'agit pas de développer des notions. Il ne s'agit pas de comprendre seulement les notions. Il s'agit pour le citoyen de comprendre qu'il doit déclarer son activité. Il doit déclarer sérieusement et correctement son activité et il doit déclarer à temps son activité. Donc ça prend en compte toutes ces notions. Il doit déclarer ce qu'il y a là et ça doit se faire à temps et il doit déclarer avec exactitude. Donc il ne doit pas frauder. Voilà, donc c'est pour faire comprendre qu'il y a tous ces facteurs qu'il faut prendre en compte. Également, à côté de ce qui peut empêcher les citoyens de contribuer plus, il y a la pression fiscale. Voilà, lorsque la pression fiscale, le taux d'imposition est élevé et que la pression est un peu trop, il va se dire que le citoyen à un moment donné va craquer. Voilà, il va dire non, attention. Surtout s'il est dans un contexte. Voilà, si nous sommes dans un contexte où on nous demande de contribuer pour la guerre, c'est vrai, mais si on sent que nous-mêmes nos activités ne bougent pas, on va contribuer comment pour la guerre? Ou encore nos activités bougent et il y a d'autres activités où ceux-là pourraient mieux contribuer, plus contribuer que nous. Et on les laisse et nous on vient nous demander. Donc il va se dire que nous on va craquer. Et à côté de ça également, pour terminer, il y a la complexité de l'administration. Voilà, il y a des gens qui sont de bonne foi, qui veulent déclarer exactement, qui veulent bien déclarer et à temps. Malheureusement, la complexité des procédures administratives, ça les dissuade. Voilà, du moment où quand c'est complexe, le citoyen n'aime pas ce qui est compliqué. Exactement. Voilà. Je déclare. Surtout qu'il doit donner son argent. Oui, il doit donner son argent. Voilà. Je déclare, voici ce que j'ai fait. Et derrière notre système, je pense que je ne suis pas expert du domaine où ça va peut-être se prononcer. Voilà, c'est déclaratif. Voilà. Tu te lèves un matin, tu vas chez le fils, tu dis voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et voici ce que je gagne. Et voici ce que je peux payer. Voilà. Donc c'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de contrainte en tant que telle. Donc il y a que on doit réduire cette pression fiscale de mon point de vue. Permettre aux citoyens de mieux contribuer, faciliter la procédure administrative et surtout être transparent dans la gestion et dans le contrôle de la fiscalité.
Merci vraiment. Alors, je vais rester sur le concept de ouais, s'il vous permettez. Je vais rester sur, voilà, exactement, dans le... Je vais juste vous formuler et vous allez avoir la parole. Et sur le thème, voilà, le civisme fiscal. Parce qu'en préparant cette émission, j'ai eu recours à un rapport du centre du CIFOEB. Hein. Voilà, c'est un centre qui suit un peu les politiques économiques dans notre pays. Et fiscal qui avait relevé comme ça que les grands marchés, les grands yards au Burkina Faso, généralement sont des lieux où on ne paye pas l'impôt, ou qui sont vraiment réfractaires à payer l'impôt. Et comme on le sait, dans ces grands marchés, beaucoup quand même sont nos frères. Hein. Voilà. Est-ce que le civisme fiscal, certainement qu'on va revenir sur la question de façon large, est-ce que le musulman, qu'est-ce que le musulman doit être face, en fait, quelle attitude du musulman face à la fiscalité? Il doit être aussi un bon citoyen d'un point de vue fiscal, ou comment est-ce que vous jugez cela? Parce que je le dis, parce que bon, j'ai sursauté un peu quand j'ai vu ce rapport, parce que c'est beaucoup de nos frères quand même qui sont là-bas. Pourquoi est-ce que c'est au nom de la foi, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que, ou bien est-ce que c'est l'islam qui demande ça, de ne pas, en tant que musulman, de ne pas payer l'impôt? Alors, donc, alhamdulillah, pour répondre à votre question, comme je l'ai dit, moi, je peux situer la réponse à 3 niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est dû peut-être à un manque d'information. Les gens n'ont pas une éducation fiscale. D'accord. Ils ne connaissent pas l'importance même de la fiscalité. Okay. Il peut être ça, ça peut être ça. Deuxième, dans le temps passé, on a vu que la fiscalité qui était prélevée n'allait pas forcément là où ça devait aller. Okay. Donc il y a cette situation-là qui fait que certains... Donc il n'y avait pas de confiance sur la gestion. Voilà, il n'y avait pas une confiance. Voilà, il n'y avait pas une confiance en tant que telle. Comme je l'ai dit au début, lorsque vous payez et que ça va dans la poche de certaines personnes, ça n'encourage pas ceux qui payent de payer. Okay. Comprenez. Troisième aspect à ce niveau-là, l'État parfois n'est pas trop dur en termes de sanctions. C'est-à-dire on est beaucoup plus dur en termes de sanctions face aux petits commerçants qu'aux grands. C'est comme aujourd'hui, les grandes firmes paient moins d'impôts que les petites entreprises. Les petites entreprises paient beaucoup plus même l'impôt que quelque chose. Pas en termes de montant, mais en termes de respect même de la fiscalité. Puisque les grandes entreprises ont tendance à dribbler un peu les lois, à contourner et autres les choses. Si l'État fait tout pour qu'il y ait la transparence et que la crédibilité est normale et autres, les gens vont payer. Le petit commerçant ne va pas douter de ce qu'il donne. Ouais. Donc, il y a tout ça. Maintenant, de notre côté, chez nous ici, quelles sont les mesures que l'État a prises? Il peut y avoir des sanctions pécuniaires que l'État impose. Des amendes allant de 5 à 80% même de l'impôt dû. C'est pourquoi parfois on parle de redressement fiscal. Quand on parle de redressement fiscal, ça fait beaucoup peur, surtout aux grandes entreprises. Puisque c'est tout ce que tu devais, que tu dois payer maintenant. Ouais. Mais parfois, malgré ça, l'État quand même essaie d'atténuer en accordant des moyens de facilitation. Okay. Il y a les intérêts même de l'État. L'État prélève parfois un certain nombre de pourcentages. Quand vous n'avez pas respecté les délais, il y a les poursuites même judiciaires parfois que l'État entame. Ouais. Et il y a la suspension même d'avantages fiscaux. L'État peut parfois suspendre, puisque quand vous vous installez en fonction de votre domaine et en fonction des papiers que vous avez, l'État peut vous faire une certaine facilité. Il y a des entreprises qui demandent beaucoup plus de matériel à importer. L'État parfois prend des mesures pour faciliter au niveau, que ce soit au niveau des douanes et autres, pour diminuer un peu les taux d'imposition. Mais si malgré ça, vous n'arrivez pas, vous triplez les choses que vous ne payez pas normalement, l'État peut prendre des sanctions très difficiles. J'ai quelques rapports avec moi ici. Par exemple, en 2021, l'État a perdu 134 milliards, au Burkina ici, 134 milliards de francs CFA, soit 8% des recettes fiscales et 1,2% du PIB. Et ça, c'est dû à la fraude fiscale? C'est dû à la fraude fiscale, c'est dû même au fait à l'incivisme aussi fiscal. Il y a la dépendance aussi accrue à l'aide extérieure. Tant que
on ne dépend pas de nous-mêmes et qu'on dépend de l'extérieur, il y a beaucoup de choses qu'on sera obligé d'accepter. Surtout tout ce qui est comme politique publique. Mais si tout dépend de nous, si on a les moyens de pouvoir mener à bien nos politiques, on peut imposer ce qu'on veut. Imaginez une banque, par exemple le FMI ou bien la Banque mondiale, qui vous finance, qui vous dit, mettez l'argent dans tel secteur, financez tel secteur, laissez tel secteur. Alors que vous, votre problème, c'était un secteur bien déterminé, mais qui n'arrange pas peut-être la Banque mondiale. Vous ne pouvez pas prendre l'argent pour venir financer dans ce secteur-là. Mais si vous avez les moyens de votre côté, vous faites fi de ça et puis vous financez ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de politiques publiques et autres, c'est le plus grand souci. Je ne peux pas te financer, te dire, mon agent de financement, 7, tu viens me demander de l'argent pour te marier. Oui, je te donne de l'argent pour te marier, mais mon argent là, tu prends ça, tu achètes ton lit et tu mets la peinture dans ta maison. Bon, d'un côté, je t'ai aidé, mais est-ce que la personne avait réellement besoin de ça? Peut-être que la personne a besoin peut-être de nourriture, peut-être que la personne a besoin d'autres choses. Ouais, donc, voilà un peu ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Alors, maintenant, oui. Pour un peu terminer, j'aimerais interpeller l'État aussi. Trop d'impôts tue l'impôt. Trop de taxes tue les taxes. Je pense que c'était l'année surpassée où je lisais un article sur le Rwanda qui avait levé les taxes sur certains produits de grande nécessité. Par exemple, même les papiers toilettes des femmes, les cotons et autres là, au Rwanda, il n'y a plus de taxes dessus, il n'y a plus de TVA dessus. Parce qu'ils ont estimé que c'était trop essentiel. Ouais. Donc, l'État peut parfois, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais l'État peut parfois faciliter un certain nombre de choses. On regarde un peu ce qui est beaucoup plus utilisé par la population et qui est très indispensable, qui fait que peut-être qu'avec la fiscalité, les gens n'arrivent pas peut-être à se procurer la chose. À défaut de supprimer totalement les taxes, on peut peut-être revoir les taxes à la baisse. D'accord. Ouais, on peut revoir les taxes à la baisse. Donc, vous recommandez de revoir un peu la pression fiscale, permettre aux gens de respirer, ce qui permet aussi d'encourager effectivement d'aller vers cet élan de s'acquitter de ces impôts. Alors, effectivement, on aborde cette question, comment encourager les gens à s'acquitter de leurs impôts. Surtout lorsqu'on sait que l'impôt, c'est ce qui va permettre à l'État véritablement de vivre, de construire des infrastructures pour les citoyens et les enfants. Alors, quels sont les mécanismes pour que vous, c'est vrai que vous avez commencé, par exemple, recommandant de diminuer un peu trop la pression fiscale, mais Fred Diané, je vous donne la parole pour que nous essayions, et si vous pouvez réagir aussi sur ce que j'avais dit sur les questions de marché IA, ça sera très intéressant. Oui, écoutez, aujourd'hui, ce que nous observons dans les marchés, c'est pas seulement d'actualité, c'est depuis fort longtemps que nous sentons que là-bas, il y a moins de prélèvements. Alors que, comme on l'a dit, ce sont nos frères et sœurs musulmans qui sont les plus nombreux là-bas. Excusez-moi, j'ai même rencontré certains agents du fisc qui disaient que c'était, en fait, ces marchés-là, c'est quand même... ça leur est interdit. Ils ne peuvent pas rentrer là-bas parce que ils sont des gangs, quoi. Ça leur est interdit parce que voilà. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, souvent c'est un peu en complicité avec certains acteurs politiques. Malheureusement. Et c'est à là j'en venais. Comment faire pour créer justement... Donc désolé d'avoir... non, sans souci, on se complète justement dans les argumentaires. Comment faire justement... Comment il se trouve que ces parties-là sont devenues des paradis fiscaux. Exactement. Voilà. C'est le concept. Moi, de mon point de vue, c'est pas forcément lié à leur foi en tant que musulmans ou bien en tant que chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens là-bas également, mais c'est plus lié en fait à des accointances avec les politiques. Voilà, parce que ça aussi, il faut relever que depuis un certain nombre d'années, ces personnes-là furent utilisées comme étant vraiment une base électorale. Exactement. Et justement, quand c'est comme ça, quand on les utilise pour pouvoir venir à la tête de la municipalité ou même à la tête de l'État, difficilement on va les sanctionner parce qu'ils n'ont pas payé les impôts.
Donc c'est ce qui fait ça justement, en partie. Et autrement, il avait dit d'ailleurs, notre économie se trouve beaucoup tributaire de l'économie et de l'économie monétaire, voilà, et internationale. Donc il se trouve que il y a parfois que les façons de prélever les taxes, souvent, c'est sous la recommandation du FMI ou de la Banque mondiale. Alors que cette façon de prélever les taxes par moment ne nous arrange pas. Exactement. Et les financements, les secteurs à financer, par moment, les secteurs qu'on nous indique, c'est pas ce qui nous arrange. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les passes. Depuis les passes, on nous a dit de quitter, on a fait injonction à nos États de quitter les secteurs sociaux, la santé, l'éducation, le logement, de les balancer ça aux mains des commerçants, permettez-moi du terme. Et aujourd'hui, l'éducation et la santé se retrouvent aux mains des chercheurs d'argent. Et c'est ce qui est assez dramatique. Bon, maintenant pour revenir justement au bon comportement du citoyen qui pourrait l'encourager à payer ses taxes et ses impôts, mais il faut renouer la confiance entre l'État et le contribuable. Si le contribuable, comme Oussaz l'a dit, est sûr que l'argent qui sera collecté sera utilisé pour lui-même son développement et le développement de la société, il n'aura aucun mal à payer les taxes et les impôts. Si le citoyen est sûr que de la même manière, lui, il n'a pas payé les taxes, il sera sanctionné de cette même manière qu'un gros entrepreneur, par exemple, qui lui refuse de payer les taxes et les impôts, je pense que nous sommes, considérés au même pied d'égalité devant la loi. En ce moment, personne n'aura de mal à payer les taxes et les impôts. Et comme je l'ai dit, il faut une bonne éducation au paiement des taxes et des impôts, ce qui nécessite une sensibilisation, une information auprès des acteurs. Et il faut également valoriser les personnes qui payent correctement les taxes. Okay. Il faut les valoriser, il faut les récompenser, les montrer aux yeux justement de la société. Comme exemple, voici un tel et un tel qui paient correctement leurs taxes et leurs impôts. Ce sont de bons exemples. Et d'ailleurs, voici ce qu'a servi les taxes et les impôts qui ont été collectés. Et tout est concomitant. Ça rassure le citoyen qui doit payer les taxes et les impôts. Et ça lui permet justement de contribuer de ce fait au développement du pays. Donc, pour moi, c'est pas seulement pour le fait de façon formelle de payer les taxes et les impôts, c'est de faire comprendre aux gens que le prélèvement des taxes et les impôts doit respecter une certaine justice sociale. D'accord. Parce que je me vois très mal en train de refuser de contribuer. Oui. Alors que quelqu'un a contribué pour qu'on construise une école où mon enfant doit aller, un hôpital où je dois aller me soigner, une route où je dois passer. Si je ne contribue pas, vous voyez que ça va gronder dans ma conscience. Exactement. Donc c'est plus une question de conscience et de morale citoyenne que de respect des normes, justement. D'accord. Merci grandement. On retient avec vous que vraiment, il faut être un bon citoyen fiscal. Il faut de la sensibilisation, aussi de la transparence, l'éducation, exactement, et surtout de la conscience, une conscience fiscale. Effectivement, si mon frère Rahim contribue et que moi je ne contribue pas, alors que je dois bénéficier des fruits de son effort, effectivement ça pose un problème moral quelque part et c'est même injuste. Alors je vais vous donner la parole pour dire 2 mots sur comment, voilà. Ok, donc alhamdulillah. Je rappelle malheureusement que il n'y a pas de souci, c'est qu'on a moins de temps. Ouais. Un bon musulman est quelqu'un qui paye normalement sa fiscalité, qui ajoute de sa fiscalité. D'accord. Le prophète alayhi salam nous a dit Al-Muslimuna ala shurutihim. Les musulmans sont des gens qui respectent les règles établies. Et parmi ces règles établies là, il y a la fiscalité qui est là. Okay. Et généralement, les oustas, que ça soit, quand on prend des exemples, on aime donner l'exemple de Omar ibn Abdul Aziz. Okay. Mais quand vous regardez le temps de Omar ibn Abdul Aziz, c'est ce qu'il a dit. C'est l'équité, la transparence et puis la justice pour tous. Omar ibn Abdul Aziz, par exemple, il refusait les cadeaux. Ah oui. Il refusait les cadeaux. Pourquoi? Pour lui, si tu me donnes un cadeau que je prends. C'est une sorte de corruption. Non. Demain, tu peux être dans une situation où je dois te sanctionner. À cause de tout ce que j'ai pris avec toi, je peux me retrouver dans une situation où je ne peux pas agir. Exactement. Le musulman correct est celui qui paye ses impôts. D'accord. Payons nos impôts, c'est très important. Et comme il a dit, ça permet de développer les routes que nous voyons partout. L'État ne vole pas l'argent, l'État ne fabrique pas de l'argent. C'est notre contribution. Les armes et les machines et autres qu'on donne aux cultivateurs aujourd'hui. L'État
a décidé de ne pas chercher des prêts extérieurs. Donc, il faudrait que nous, on arrive à financer notre économie pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour ce faire, quelques recommandations à l'État. La première des choses, c'est de moderniser même les procédures de paiement pour faciliter les choses par les télédéclarations, par les e-paiements. Mais c'est déjà fait, non? Non, c'est fait, mais mettre beaucoup plus l'accent dessus. D'accord. Encourager beaucoup plus les gens. Alors, on va aller très vite parce que là, on a... Deuxièmement, c'est d'élargir même l'assiette fiscale en luttant contre l'informel et la fraude. D'accord. Voilà. Donc, comme il a dit, lorsqu'il y a une grande fraude, on les sanctionne au même titre que lorsqu'il y a une petite fraude. D'accord. Voilà. Ça fera que les gens se verront au même niveau des choses. Et troisièmement, c'est le renforcement des conventions internationales pour attirer même des investisseurs internationaux. D'accord. Et pour terminer, c'est surtout montrer ce qu'ils font avec notre argent. C'est très important. La transparence. La transparence. Fiscale. Montrer ce qu'ils font avec notre argent. La transparence. Voilà ce qu'on a fiscale. collecté. Voilà ce qu'on a dépensé. Voilà ce qui reste. Donc, dans un autre sens, les populations, les citoyens qui payent les impôts, et dans l'autre sens, au niveau de l'État, la transparence. Alors, c'est sur ce mot qu'on va se dire au revoir et on se donne rendez-vous pour une autre émission, Inch'Allah. Merci à vous vraiment d'être venu et à la prochaine fois pour une autre émission, Inch'Allah. Merci à vous aussi pour l'honneur. يا حنان يا